Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à chacun et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission de décryptage et d'analyse des faits majeurs, notamment de la semaine. Cette semaine, nous parlerons législative 2023. Les démocrates réitèrent leurs inquiétudes pour la LEI, la liste électorale informatisée actuellement en cours de confection. Rencontre Talon, syndicaliste, du 26 avril prochain. Que leur dira Patrice Talon? Et puis, nous allons parler également du résultat du tirage au sort, notamment pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le sort du Bénin qui loge désormais dans le groupe L. Deuxième tour des élections françaises, Macron rempile, nous en parlerons. Et puis, Ukraine, Zelensky prend peur. Voilà les sujets qui donc serviront de toile de fond pour cette émission. Point 7 qui reçoit, comme à l'accoutumée, Julien Kitty. Bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagua, bonjour à tous les amis auditeurs. Vous êtes chroniqueur politique, vous l'avez revendiqué, donc vous êtes chroniqueur politique sur cette émission. En face de vous, Hilarion Keyon, il est le directeur général de Défi Info. Hilarion Keyon, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour à tous. C'est par vous que nous allons démarrer cette émission-là. Hilarion Keyon, on a parlé, et bien sûr, des démocrates, on a suivi les démocrates qui sont revenus en à réitérer cette semaine leurs inquiétudes par rapport à la confection de la liste électorale informatisée. Dites-nous, est-ce qu'ils sont quand même fondés à élever quand même quelques inquiétudes? On a entendu Alassane Tigri, l'un des vice-présidents, qui demande vraiment que ce parti soit associé à la confection, à la réalisation de la liste électorale informatisée. Ça, c'est déjà par rapport à la liste, mais il demande le retour des exilés, la libération des détenus politiques, tout cela pour quand même permettre une atmosphère assez paisible pour cette élection et pourquoi pas avoir des élections transparentes. Merci Peggy. Moi, c'est vrai que nous avons vu les démocrates monter au créneau pour revendiquer un certain nombre de choses comme préalable avant d'aller aux élections. On ne peut pas, notamment, moi je voudrais aller sur leur revendication liée à la confection de la LEI. Je vois fondamental cette revendication, pas seulement le parti, mais il faut associer tous les partis politiques qui sont les acteurs de cette élection. Parce que la liste électorale est un outil fondamental, c'est l'essentiel dans l'élection. Quand quelque chose va se fausser au niveau de la liste, ça peut apporter tout. Et donc moi je voudrais que les dirigeants s'inscrivent dans ce sens-là. Ça ne coûte rien du tout d'inviter tous les partis politiques autour de cet outil ou au thème donc de cette réalisation, de présenter la liste à tous les partis politiques pour qu'ils puissent opiner dessus. Parce qu'on le veuille ou non, les acteurs de la conférence de cette liste sont éminemment politiques. Ils sont nommés par le courant politique en place. Et donc c'est évident que les gens étalent un certain nombre de réticences par rapport à ce qui se passe. Et donc, pour dissimuler tout doute, pour dissimuler toute inquiétude, je crois qu'il est fondé. Il est fondé et que cela demande vraiment être associé à la confection de cette liste parce que tout se passe autour de la liste. Dans d'autres pays, même, il y a des opposants qui réclament l'audit de la liste électorale. Ce qui est normal. Parce que vous ne savez pas avec quelle liste vous allez. Vous ne savez pas avec quel militant vous voulez. Et si vos militants sont enrôlés au thème, vous ne savez pas. Et donc, c'est évident, c'est normal, c'est de droit que ces opposants réclament. Je ne parle même pas des démocrates. Il faut que tous les partis politiques qui parlent le langage contraire au langage du pouvoir en place puissent être assis à la même table avec les partis de la mouvance présidentielle, plurielle, et puis ils vont opiner sur la liste. Au besoin, ils peuvent s'associer pour dégager des experts pour auditer la liste électorale. La CEDEAO a des experts indépendants et électoraux qui s'occupent de l'audit de la liste électorale aussi. Et donc, ce n'est pas encore de trop demander. Quant au retour des exilés politiques, qui est devenu l'une de leurs conditions autres pour aller aux élections, moi, je pense que c'est de l'utopie. Il faut laisser les exilés aller aux élections. Aller aux élections d'abord, chercher la majorité. L'élection n'a rien à foutre avec ceux qui sont en exil ou ceux qui sont en prison. C'est vrai, de leur rôle d'opposant, ils sont fondés de faire ces réclamations-là. Mais pourquoi c'est à l'approche des élections qu'il faut faire ces réclamations? Mais ils les ont toujours faites. S'ils veulent prendre comme préalable
sortir de la prison, on laisse les gens rentrer de l'exil, c'est un préalable fallacieux. C'est des arguments fallacieux. Les gens ne veulent pas aller. Au terme, ils vont dire, nous ne voulons pas aller aux élections parce que Insou Y n'est pas sorti de la prison, Insou Y n'est pas rentré de Ça veut dire qu'ils inventent leur raison. Ils inventent l'obstacle. Nous sommes dans un pays de droit. Les gens sont déjà jugés. Ils sont en prison. Tout le reste, c'est aller négocier. On ne négocie pas sur les chaînes de radio ou par WhatsApp interposées. Il y a des voies de recours pour il y a des voies plus orientées pour aller faire des négociations. Donc, si c'est pas, que comprendre ça comme des préalables, c'est des arguments fallacieux. Moi, je voudrais inviter la classe politique à beaucoup plus de maturité pour affronter ce qu'on a en face. Il y a un adage qui dit communément qu'on n'affronte pas les lions avec n'importe quelle âme. On est en face de, le système politique aujourd'hui n'est pas le système politique d'hier. Il faut qu'il change de discours. Les discours là sont rayés, les discours là sont très obsolètes. Il faut être collé à la réalité de l'heure. La réalité de l'heure impose de changer de tactique. Que les exilés rentrent au pays, qu'on fasse disparaître ces discours et qu'ils aillent trouver des voies et moyens appropriés pour négocier le retour des exilés. Il n'y a qu'une seule personne avec qui peut négocier aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Pour négocier avec le chef de l'État, c'est pas la radio qu'il faut parler. C'est pas sur les médias. C'est pas sur les médias qu'il faut parler. Les voix par lesquelles il faut parler, il faut négocier sont connues. S'ils sont en train d'élever la voix par rapport à ces préalables avant d'aller aux élections, c'est qu'ils ne veulent rien faire. D'accord. Julien Kitty, votre analyse. Bon, je trouve que autant les règles de la démocratie nous autorisent que les différents courants puissent réclamer qu'il y ait un minimum de consensus autour de ce qui doit constituer une part importante des règles du jeu, parce que comme il a dit, le fichier électoral qui doit être extrait de tout le travail d'enrôlement qui se fait aujourd'hui, eh bien ce fichier électoral doit servir tous les courants politiques. Les élections, ce n'est pas que pour la mouvance présidentielle, ce n'est pas que pour l'opposition. Mais il se fait que le contexte dans lequel nous sommes et qui amène à nuancer l'appréciation à avoir des cris que lancent les opposants, c'est que, contrairement à avant, aujourd'hui, la confection de la liste électorale ne se fait pas de façon isolée. D'accord? Aujourd'hui, dans la plupart des partenaires techniques et financiers aussi, et comme ça se fait dans d'autres pays, intègrent la liste électorale à un processus de réalisation de fichiers permettant d'établir les actes d'état civil, d'autres actes qui n'ont rien à voir avec les élections. Donc, du coup, lorsque vous prenez les questions d'état civil, par exemple, ce n'est pas politique et ce n'est pas à ceux qui ne sont pas des techniciens, des cadres dans des fonctions techniques qui le font. Donc, on n'aura pas besoin d'appeler les opposants à ce niveau, même si les membres des partis d'opposition ont besoin d'être des citoyens, ont le droit d'avoir un acte de naissance, d'avoir une carte d'identité, d'avoir un passeport et tout le reste. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il faut continuer dans les mêmes formes qu'avant? Par exemple, lorsque vous parlez de comprendre l'ANIP, est-ce qu'il faut aujourd'hui, pour ce qui est confié à ce pôle d'excellence technique qu'est l'ANIP, pour aider à la confection de la liste électorale, est-ce qu'il faut envoyer les opposants là-bas? Est-ce qu'il faut envoyer des politiques là-bas, connus comme tels? Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le cœur de quelqu'un, d'un technicien même qui travaille dans une structure dite technique. Vous ne pouvez pas rentrer dans son cœur pour dire pour savoir quel est son penchant politique. Mais il n'est pas recruté pour ça. Mais alors, pour la part, juste une question, Jules, avant de continuer. Quelle est la garantie que la transparence se fait à ce niveau? Non, la garantie est encore dans la technicité, dans l'expertise, dans ce que j'appelle les cercles de qualité qui devraient exister au sein des partis politiques. Je suis désolé de le répéter, c'est pas une prétention de dire que je donne des leçons aux acteurs politiques, mais la manière dont je conçois la vie d'un parti politique, ce n'est pas que la dimension vous est là, ce n'est pas que lorsque on crie suffisamment dans les rues, c'est également des structures techniques. J'ai l'impression que beaucoup de formations politiques mettent sur papier dans leurs tests qu'il y a des structures techniques. Est-ce que vous savez que dans un parti politique tel que moi je regarde ça, il devrait avoir des spécialistes? Juste pour mieux comprendre, ces cercles de qualité dont vous parlez au sein des partis politiques joueront quel rôle avec l'ANIP pour que
la manifestation de la transparence dont nous parlons puisse être une réalité? Alors, je vais être très pratique. Allons-y. Si moi, je suis responsable d'un parti politique qui ne parle pas le même langage que le pouvoir en place, qu'est-ce que je fais? Je dis, après avoir appelé les citoyens, donc en général, et mes militants en particulier, à aller se faire enrôler, et c'est déjà bien, les opposants, tous l'ont fait maintenant, au sein de mon parti politique, j'ai une cellule de spécialistes des questions du genre. Parce que ceux qui sont recrutés dans ces structures techniques pour le faire là, ils ne sont pas les seuls qui ont fait les écoles où ça s'apprend. D'accord. Ils ne sont pas les seuls à avoir cette expertise. Il y en a peut-être d'autres plus forts. On les recrute. Et il y a la cellule existe. Non, attendez. Oui, il y a allons-y. même des cabinets, d'accord, qui existent pour ces gens de prestations. Et lorsque moi, leader, j'ai fini d'appeler les gens à aller se faire enrôler, lorsque j'ai fini de dire à ceux qui gouvernent, ceux qui ont recruté, ceux qui le font, ils sont dans l'autre camp. Comprenez que je ne vous fasse pas 100% de confiance, même si je n'ai pas encore la preuve de ce que vous êtes en train de manigancer. Mais je fais, par exemple, des conférences de presse, ou bien je fais écrire des demandes, des documents sérieux qu'on adresse à depuis la motion, je n'ai pas vu qu'un parti d'opposition a adressé un document sérieux au mandataire, au gestionnaire mandataire de l'ANIP, pour lui poser des questions purement techniques. Après, venir rendre compte au peuple pour dire, nos experts dans tel domaine ont posé telle question. Donc, aux spécialistes qui sont en train de faire la question. Et voici, attendez. Vous ne savez pas si c'est fait. Non, je vous empêche pas. Vous savez, on est là pour. Mais le problème, il faut une que les question gens me de suivent temps. dans ce que je dis. Oui, allons-y. Parler tout le temps. Très rapidement. Mais je dis, si ce travail est fait, d'accord, et vous avez l'art de dire aux gens qu'on ne sait pas si ça se fait. Si ils crient suffisamment pour dire qu'ils n'ont pas confiance. Mais ils sont en train de crier. Et non, la communication, nous sommes aussi spécialistes de la communication. La bonne communication politique veut que ce que vous avez fait de concret, qui peut mieux parler en votre nom, il vaut mieux le faire savoir. Il faut le rendre public. Oui. Merci donc, beaucoup. Est-ce que des choses comme ça sont faites pour qu'on sache si ils ont ont le droit de réclamer? Non, mais il faut dire une vérité. Et qu'on le veuille ou non, Cyril Boubedi, gestionnaire mandataire de l'ANIP, et secrétaire général adjoint du gouvernement, nommé donc par le chef de l'État. Donc il va de droit que les opposants manifestent une certaine réticence par rapport à la fiabilité de cette liste-là. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand Koslepi voulait faire la liste électorale, il a fait appel aux opposants qui ont envoyé leurs représentants dans tous les départements pour voir l'enrôlement, pour suivre l'enrôlement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On prétexte que l'ANIP est un outil technique et donc on envoie les éléments sur le terrain. Encore que les éléments envoyés sur le terrain manquent du matériel nécessaire. Et ils n'arrivent même pas à enrôler. À peine ils enrôlent. L'équipe qui travaille le plus, c'est l'équipe qui a enrôlé le plus 30 personnes. On voit des gens dans les longues files, ils n'arrivent pas à être enrôlés, ils rentrent. Aujourd'hui, c'est la fin de l'enrôlement, par exemple. Et ça crie partout. Et ça crie partout. Ils n'ont presque rien fait sur le terrain. Il y a beaucoup de personnes qui sont presque en rade sur le terrain, qui ne sont pas enrôlées. Et donc, cette affaire souffre assez de suffisance. Et ça peut déjà semer de doutes dans la tête des acteurs politiques. Donc c'est normal que les politiciens demandent à être appelés autour de la table. Imaginez s'il y avait les opposants qui étaient envoyés. Vous allez me dire que les partis vont s'organiser pour payer leurs opposants qui vont envoyer sur le terrain. Mais c'est faux. La liste électorale est une liste qui est confectionnée par l'État. Donc l'État est censé mettre les moyens nécessaires en place pour que chaque parti, ou le représentant des partis, en parlant de parti, je parle de la partie. Donc chaque parti, de part et d'autre, viennent s'associer pour voir comment ça se passe sur le terrain. Sur le terrain, aujourd'hui, tout se passe selon la volonté de l'ANIP. Tout se passe selon la volonté du gestionnaire mandataire. Alors, dans ce sens, je ne dis forcément pas que la liste peut être est biaisée, mais elle peut l'être. Elle peut l'être. Et donc, c'est de droit que les gens peuvent se dire, il peut y avoir des problèmes. Alors, donc, puisque l'opération est en train de courir déjà, moi, ce que je voudrais suggérer, c'est que les gens acceptent l'audit de cette liste par l'opposition s'ils ont les moyens. Parce que ça se fait dans tous les pays. Donc, vous proposez qu'on réalise la LEI et qu'ensuite, on passe à l'audit. On passe à l'audit. Et que les opposants demandent. Ils peuvent écrire à la CEDIA aussi de pas les moyens. Ou écrire, ou eux-mêmes engagent les moyens
pour le faire. Des experts, pour auditer la liste électorale. C'est l'outil principal d'une élection dans un pays. Nous n'allons pas, quand le doute persiste, nous n'allons pas, Hilarion Keyon, rappeler l'histoire, ou en tout cas faire la genèse de la LEPI, qui aujourd'hui a abouti à la LEI. Tout le monde sait ce qui a conduit à cette décision. Toutes les listes antérieures ont connu la présence des opposants sur le terrain, sauf cette liste-ci. Donc, permettez que les gens aient un peu ce doute-là. Le gestion mandataire a beau être un technicien, mais il n'est nommé pas un politique. Donc, comprenez, quelle la joie qui m'animerait que moi, celui qui gère le pays, j'ai des opposants qui viennent m'envahir à l'Assemblée. Aucune joie. Et donc, comprenez que les gens se disent a priori que ce qui se fait sans nous. Mais tu peux pas faire mon bonheur sans moi. Fais mon bonheur avec ma complicité. Voilà. C'est en cela que il est impérieux que les opposants soient associés à cette affaire. On va conclure. On ne retrouve plus la violence après l'élection et que ça se passe comme ça se passe dans les pays respectueux et développés que nous observons actuellement. Julien Kitty, on va conclure sur ce sujet. Je peux vous jurer la main sur le cœur que M. Keyon est sur la même longueur d'onde que moi. Vous avez peut-être l'impression et l'illusion qu'on se contredit. Parce qu'il a fini par dire ils n'ont qu'à réclamer ce qu'ils veulent réclamer. Et lorsqu'un processus comme ça est en cours à des moments donnés, pour faire béton, il faut poser des questions précises. Vous pouvez ne pas mettre ces techniciens-là au devant de la scène. Parce qu'il y en a parmi eux peut-être qui travaillent avec vous, mais qui, pour des raisons données, ne veulent pas avoir des ennuis avec les politiques, avec l'État. Mais vous les utilisez en offre, qui vous donnent des questions précises, que vous adressez à l'État, que vous adressez donc à la structure technique, quoique dirigée par des techniciens nommés par les politiques, mais que vous adressez, il a dit, à des structures régionales, internationales, qui ont un regard sur le processus électoral dans nos pays. Lorsque vos questions commencent par devenir techniquement très pointues, même l'État, même en face, celui qui a des velléités, va commencer à faire attention. À y faire attention parce que vous êtes capable de savoir. Et j'ai envie de vous dire pour conclure que même pour ceux qui sont un peu religieux, superstitieux, même Dieu est technicien parce qu'il a dit mon peuple périt faute de connaissance. Dès que vous avez la connaissance, celui qui veut vous tromper avec les connaissances, il comprend que vous n'êtes pas là pour être bleui. Donc que les opposants aillent dans ce sens parce que nous sommes à quelques mois de ces élections. Et j'avais dit ici la dernière fois, le régime en place donne le sentiment et la preuve que contrairement à d'autres régimes sur certaines questions sensibles, que ce qu'il décide de faire, il le fait. Ça veut dire que d'ici quelques mois là, les élections législatives de 2023, oui, janvier là, ça va se tenir. Et donc celui qui n'aurait pas posé des questions précises, techniquement pointues, pour empêcher que les techniciens qui sont nommés par les politiques aillent frauder probablement, eh bien, ceux-là, ils vont crier et ils n'auront pas gain de cause. Merci à vous. Ok, moi, parlant de ma conclusion, moi, je voudrais... Hilarion, je ne vous ai pas donné la parole. Oui, mais pas un moment, il faut... Vous n'allez pas l'arracher. Bon, allez-y très rapidement, en 30 secondes. Comme conclusion sur ce point, moi, je voudrais une fois encore demander, si c'est encore possible, que l'ANIP donne encore un autre délai de grâce. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui dans les rangs... Le mandataire a bien été précis. Trop, hein? Oui, mais d'accord. Mais c'est les hommes. Il s'agit de la population, tout le monde. Vous allez remarquer aujourd'hui le délai se raccourcit. Qu'il y a beaucoup de personnes qui s'acharnent à aller s'inscrire. C'était pas comme ça hier. Il y a vraiment un engouement. Voilà, c'est un engouement. Il y a un engouement au sein des populations. Enrôler qui s'observe. Et on observe aussi que les gens n'ont pas tenu compte de toutes les réalités. La connexion est presque absente, presque tous les jours. Et donc, il faut tenir compte de ça. Il faut démultiplier aussi les agents enrôleurs. Les gens enrôlent au plus 30 personnes en une journée si l'équipe a trop travaillé. Alors, vous voyez la population, il faut qu'ils tiennent compte de la densité des localités. Et donc, il faut que l'ANIP, on demande la clémence de l'ANIP, il faut qu'il renvoie. Moi, je me suis fait déjà enrôler. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit de la population. Et je ne suis pas sûr que j'ai été veillé qu'on fasse une élection avec un faible taux de participation. On est en quête d'un fort taux de participation. Il faut qu'on montre enfin que le Bénin a commencé à prendre goût à l'élection, ce qu'on a oublié il y a un peu de temps. D'accord, ça va arriver avec le temps, avec tout ce qui est engagé là dans le cadre des élections. Merci beaucoup, chers débatteurs. On va passer au deuxième sujet. Le 26 prochain, le chef de l'État rencontre les syndicalistes. Ce sera pour parler un peu de ce qui les touche, ce qui touche vraiment au plus près
les travailleurs leur salaire. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez que le chef de l'État pourra tenir comme langage face aux partenaires sociaux, face aux syndicalistes, Julien Kitty? Mais c'est déjà important de voir dans cette rencontre-là l'aboutissement d'une démarche que j'avais presque célébrée dans ce studio. Je vous avais dit que, en fait, avec ce gouvernement, ou surtout dans le style de gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon, vous observez le souci de planifier. Même quand, vous savez, les partenaires sociaux, eux, dès la première rencontre avec l'autorité gouvernementale, ils ont même envie de rencontrer le chef de l'État directement. Vous voyez souvent, bon, par le passé, c'était encore plus visible. Aujourd'hui, ils le font avec beaucoup de tact. Ils n'ont pas totalement confiance aux ministres qui les rencontrent. Ils n'ont pas totalement confiance aux cadres qui les rencontrent. Ils veulent rencontrer le haut des hauts. Voilà, qui décide. Le donneur d'ordre. Qui décide. Mais il ne faut pas non plus que parce que ils réclament ça de cette façon, que le chef de l'État lui-même aille déjà dans les premières rencontres. Et il y a eu des situations, bon, je ne veux pas comparer le président Patrice Talon à d'autres présidents, mais vous savez, suivez mon regard, par le passé, dès que la polémique du délai du terme dans lequel la question de revalorisation des salaires va se concrétiser, eh bien, dès qu'on a commencé par critiquer le gouvernement un peu pour dire, mais vous avez annoncé les salaires vont être améliorés. Et le mois qui suit, il y avait des travailleurs qui s'attendaient à voir l'augmentation au niveau de leur compte bancaire. Après, le porte-parole du gouvernement est venu, il dit non, mais on a annoncé, c'est prévu. Donc, dans les dépenses de l'État, dans le PAG2, ça va se faire au cours de l'année. Le gouvernement ne s'est pas empressé par... pas propagande, de dire un délai fantaisiste. Mais il y a eu des rencontres. Le gouvernement aurait pu voir que les gens me critiquent et tout. Le chef de l'État se met à les rencontrer. Dès que les travaux techniques ont été faits, les rapports lui ont été faits, quand il va les rencontrer maintenant, ça montre dans l'opinion et dans la tête de ces acteurs sociaux que le chef de l'État a à cœur de faire ce qu'il a annoncé. Ensuite, je suis sûr que le chef de l'État a déjà reçu des rapports d'échanges entre le ministère du Travail et de la fonction publique il y a eu des travaux préalables. Préalables qui lui permettent d'intégrer, et ça j'insiste là-dessus, parce que à l'État de décider de ce qui est bien, mais dans l'opérationnel, dans son application, à l'État d'échanger avec les bénéficiaires ou ceux qui dirigent les structures qui défendent les intérêts de ces bénéficiaires, donc les travailleurs, pour savoir dans quelle forme ça peut se faire pour que ça les mette à l'aise. Parce que le plus important pour l'État, c'est de dire, j'ai planifié cette année, je veux investir tel nombre de milliards dans cette affaire de revalorisation des salaires. Je ne vais pas au-delà. Mais il faut écouter les travailleurs pour que ça se fasse. Maintenant, quand le chef de l'État les rencontre, c'est peut-être pour que lui s'assure, qu'il le dise devant lui-même, qu'ils sont d'accord avec le schéma monté par le gouvernement et qui tient compte de leurs propositions, leurs suggestions qu'ils ont déjà envoyées certainement dans les documents. Ensuite, s'il reste des contours à arrondir, que ceux-là puissent le dire parce qu'il s'agit des secrétaires généraux du central syndical qui seront là. Donc c'est ceux-là qui, quand eux, ils vont apposer leur signature sur un document et que le chef de l'État les écoute, leur parole va peser. Et le chef de l'État aussi, ce qu'il va dire, il est le numéro 1 du gouvernement. Donc quand lui parle, les travailleurs peuvent aller, les secrétaires généraux peuvent aller dire aux travailleurs, eh bien, le chef de l'État a dit, il va faire telle chose. Mais ce qu'il peut dire, puisque vous avez posé la question, vous avez fait fort en posant la question, comme si on était dans la tête du chef de l'État. Mais je peux dire, pour faire... On peut réfléchir. Oui, vous avez dit, qu'est-ce qu'il va leur dire? Je sais que le chef de l'État, tout au moins, il faut qu'à cette rencontre, il puisse trancher la question devant les secrétaires généraux de dire, voici la formule que nous avons retenue sur la base du brainstorming qui a été fait. Deuxième chose, voici dans quel délai que le travailleur qui est salarié de la fonction publique ou du privé, comment il fait, quand est-ce qu'il va sentir qu'il y a un franc qui tombe sur son salaire? Ou bien est-ce que ce n'est pas qu'il va sentir l'augmentation chiffrée de son salaire? Est-ce que c'est que des charges qu'il paye à partir de ce salaire-là pour l'État vont diminuer? Y aura-t-il encore une philosophie autour de ça? Non, pas une philosophie. Ce que je dis là, c'est pas de la philosophie, c'est du concret. C'est-à-dire que la rencontre du chef de l'État doit permettre de trancher ces questions-là. Une fois pour toutes. Oui, même au-delà du travailleur, le simple citoyen, qui lui aussi gruge dans les poches du travailleur dès qu'il entend
qu'on va lui augmenter le salaire, il a besoin d'être informé. Mais ils ont déjà grugé, avant même que ça n'arrive. Les travailleurs souffrent déjà. Il a rien créé. On a entendu qu'il va avoir un salaire amélioré. Oui, merci. Vous avez suivi le développement de Jules Kitty. La gourmandise de Jules Kitty ne lui permet pas de me laisser le micro. Mais je lui ai arraché finalement. Il le tolère alors. Et moi, cette rencontre, je l'assimile à une rencontre avec un médecin spécialiste. Chaque fois, pour la plupart des fois où le patient va à l'hôpital, c'est qu'il rencontre les sages-femmes, le médecin généraliste, ou l'infirmier ou le généraliste. Quand il rencontre maintenant le médecin spécialiste, il lui dit les mots dont il souffre. Et le médecin spécialiste lui dit la vérité. Et donc, moi, mon souhait pour cette rencontre, il faut que le débat ait lieu. D'abord, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on est dans un système dogmatique. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on est venu à la messe, écouter le prêtre et on va rentrer. Il faut que le débat soit installé. Il faut que le débat soit installé pour qu'il parle, pour que les représentants de la Cour sociale, qui sont les syndicats, et les syndicalistes, entre autres, lui parlent aussi. Et c'est du débat que va jaillir la véritable vérité. Tout le monde se posait la question de savoir, mais pourquoi c'est le chef de l'État qui prend le devant tout de suite? C'est vrai qu'il y a eu un premier round joué avec. Non, mais c'est une initiative à féliciter. C'était juste une rencontre d'information, nous a dit la ministre de tutelle, et aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui les accueille, dans qui tous les les cas de reçoit. figure, c'est une initiative à féliciter, à encourager. Parce que, attends, vous allez voir, qu'on le veuille ou non, le président Talon, on peut tout dire de lui, mais c'est un homme très organisé. Et il est très réservé aussi. Il est méthodique. Ne le voit pas qui veut. Quand il sort, il trouve nécessaire de sortir. Et donc, ne voyez pas le président Talon rencontrer les syndicalistes à 2 fois cette année-ci. Donc, c'est évident qu'il rencontre. C'est bon. Que ce sera vraiment nécessaire. Voilà, qu'il fait. Et c'est une initiative à pérenniser, à encourager. À pérenniser quand on va juger de l'opportunité. Mais là, maintenant, ce qu'il faut qu'ils disent aux syndicalistes, ce qui est pratique, il faut qu'on sache l'augmentation réelle du SMIC. Quand est-ce que ça prend effet? Le fonctionnaire béninois a besoin de ça aujourd'hui. Celui qui se nourrit de son SMIC veut savoir à quel montant c'est augmenté. Et ça va prendre effet à partir de quelle date. C'est ça qu'il faut que l'État leur dise dès leur rencontre du samedi. Ça va augmenter de combien? De combien? Et ça prend effet à partir de quand? Les fonctionnaires ont besoin de savoir. Le salaire sera augmenté. Mais selon quel indice? De combien? Comment est-ce qu'on veut valoriser la fonction enseignante? Les gens veulent savoir. Jules Kitty a commencé à sortir des incantations tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai parlé de... C'est ça le langage. Et donc, c'est juste pour comprendre. Parce que tout le monde ne comprend pas tous les éléments qui entourent le calcul de salaire et tout. C'est pour ça que j'ai demandé s'il y a encore une philosophie autour. Des salaires. Ils savent comment ça va se passer. Et qu'ils disent clairement aux fonctionnaires, votre salaire sera augmenté selon tel indice à partir de quelle date. Il faut qu'il parle du contenu de son hautement social. Parce que l'impact n'est pas visible aujourd'hui. Le hautement social, après le second mandat qu'il a pris, et qui a été, selon c'est dit, le socle sur lequel sera basée sa gestion de la seconde mandature n'est pas encore senti. Donc le peuple n'est pas impacté encore de ce hautement social. Il faut qu'à cette rencontre, qu'il explique aux syndicalistes ce qu'il met dans le hautement social et quand est-ce que ça veut prendre effet. Il faut qu'on le sache. Parce que le peuple, les travailleurs sont fatigués, le peuple sont fatigués, ils sont impatients de voir à quand le démarrage du hautement social. On en a déjà fait 1 an. 12 mois, ça va très vite. C'est 5 ans. 12 mois sont déjà passés, il reste encore 12 mois x 4. Mais c'est 5 ans. Le hautement social va démarrer quand? Quand est-ce que le panel de la manager va sentir le hautement social? Je crois que ce sont les discours qu'il faut le contenu. Il faut que ces points figurent dans son discours qu'il va tenir devant les syndicalistes le 26. Jules Kitty, on va conclure avec vous. Est-ce que vous m'avez vu en train de faire, de toute façon interminable, des signes de croix quand il parlait? Écoutez, nous sommes à la radio. On n'est pas à la non, non, il faut qu'on commence par se faire filmer à la radio. Oui, ça viendra. Ça viendra. Il y a de toutes nouvelles applications qui entreront en ligne de compte. Et ça, c'est la radio, qui permettront quand même du groupe de presse. C'est une bonne chose sur la radio. Eden TV Diaspora FM. Voilà. Alors, merci d'avance. Non, c'est pour dire que, vous voyez, c'est intéressant et tout aussi bien compliqué que d'être chef d'État. Et ça, il faut reconnaître. Il faut répondre de tout. Oui. Parce que, vous voyez,
lorsque le chef de l'État, j'étais au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, lorsqu'il disait qu'il fera de son deuxième mandat un mandat hautement social. Le hautement social, il s'est trouvé des Béninois pour le prendre pour un projet. C'est-à-dire que il a exprimé une vision. On en a fait un projet extrêmement concret sur lequel on lui dit quand est-ce que ça commence. Alors que c'est un ensemble de choses, j'estime, hein, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et si le hautement social, ça signifie que pour le premier mandat, je vous ai dit de serrer les ceintures. J'ai planifié un certain nombre de choses. J'ai privilégié un certain nombre de réalisations d'infrastructures et autres. Le social, ce qui fait que le citoyen souffle un peu. Il mange plus ou moins à sa faim. Il règle les problèmes de subsistance. Les prix restent voilà, à la proportion. Non, attendez. Et il y a de moins en moins de citoyens béninois en situation de grande vulnérabilité. C'est comme ça, Vous parlez gros français. Non, mais attendez, vous comprenez le français que je suis en train de parler. C'est-à-dire que j'ai dit manger, là, tout le monde connaît ça. Mais voilà. Donc, le citoyen qui ne mange pas... C'est bon. Non, les citoyens qui ne mangent... Vulnérabilité. Oui. Non, je dis de grande vulnérabilité, vous le savez très bien. Et moi, je ne voudrais pas non plus que les spécialistes des questions sociales aient l'impression que nous ne savons pas de quoi on parle. Lorsque je parle de grande vulnérabilité, quand vous allez avec toutes les institutions internationales aujourd'hui, vous allez avec tous les spécialistes de... C'est les grands termes. Oui, mais vous pouvez... Ils sont en vogue. Vous êtes journaliste. Dans Je peux le dire, vous avez aussi pour rôle dans ce débat, quand moi je parle un français qui ne peut pas être accessible à vos auditeurs, que vous puissiez le leur expliquer, puisque vous êtes censé le comprendre. Je vous demande de ramener la balle à terre. Je dis manger à sa faim, on comprend. Je dis vulnérabilité, c'est-à-dire que vous êtes faible face à des problèmes que vous devez régler. Que vous êtes frappé de plein fouet par la pauvreté. Non, de plein fouet, ils pensent que c'est mieux pour les citoyens que... Bref, c'est pour dire que dans ça, hein? Il y aura de moins en moins de citoyens qui vont être dans des situations tellement difficiles pour régler le minimum. Ce que, paix à son âme, Albert Ivoire, je dirais, appelait le minimum social commun. Alors, le chef de l'État a dit, au cours de mon second mandat, vous allez sentir un grand soulagement à ce niveau-là. Mais, qu'on dise que le hautement social n'a pas encore démarré, moi, je suis un peu gêné. Parce que, nous tous ici, critiqué le gouvernement pour dire, mais il y a la cherté de la vie, il y a de la surenchère qui se fait sur les marchés. Et le gouvernement, nous tous, nous avons dit, il vaut mieux que l'État que jamais. Qu'il est venu prendre des mesures qui soulagent les populations. Tout ce que nous avons dit comme nuance, c'était de dire, mais c'est bon de dire, vous investissez 80 milliards pour soulager les populations, mais il faut aller surveiller sur le marché. Nous sommes allés à un autre niveau en disant, il faut surveiller, mais ne vous contentez pas de vous imposer aux opérateurs économiques. Il faut discuter avec eux pour voir ce qui leur pèse dessus pour qu'il soit tellement difficile pour eux de diminuer les prix. Quand on a fini de dire ça, ça veut dire que nous avons consacré que le gouvernement est dans le social, le hautement social, mais nous voulons que ce soit un hautement social suivi, un hautement social contrôlé pour que le gouvernement n'investisse pas l'argent du contribuable pour faire le social et qu'on soit en vivre les mêmes situations. Ensuite, lorsqu'il va être avec Ce sera le dernier point. Non, attendez, avec les travailleurs. Je ne suis pas du tout d'accord. Attendez, je ne suis pas du tout d'accord avec Hilarion Keyon quand il dit qu'il s'attend à ce que le vrai débat se mène. Non, avec le chef de l'État, pour moi, ce ne sera pas l'occasion du vrai débat. Débat vu comme si, bon voilà, c'est maintenant que les échanges larges veulent se faire. Non, je pense que on doit pouvoir, quand ils ont rencontré des ministres, quand ils ont travaillé entre cadres, je suppose, parce qu'il y a des cas de concertation entre les travailleurs, les partenaires sociaux et les cadres d'un certain nombre de ministères. À cette rencontre-là, il y a quelques questions clés. Là, on peut être d'accord. Mais dans la forme, que ce soit un large débat, pour moi, ça ne fera pas avancer. Que le chef de l'État ne leur en impose pas. Mais que les travailleurs puissent dire, nous avons compris la question de revalorisation du salaire. Alors, quand est-ce que ça va se faire? Concrètement, nous allons sentir ça. Pour que nous, on aille dire à nos travailleurs, nos syndiqués... Vous rejoignez... je le rejoins. Mais ça n'a pas besoin d'un gros débat. Il faut que le travail préalable se fasse. D'accord? Maintenant que le chef de l'État, ce n'est pas l'occasion pour le chef de l'État de venir maintenant définir le hautement social. On le comprend. Parce que ça va nous éloigner du concret. Les problèmes qui se posent aujourd'hui aux travailleurs, il faut aller concrètement sur ça. Et que si on peut savoir quand est-ce que ça va se faire,
comment ça va se faire, à quel niveau. Ce serait génial. Oui. Merci beaucoup. Ilarion Keyon, en 30 secondes. Hein. Très 30 rapidement. secondes. Bon, Oui. bien sûr. Bon, il faut dire, quand je parle du vrai débat, la cible est connue. Le débat doit être circoncis. On ne voit que les syndicalistes, les chefs de l'État et ceux qui lui plaira d'inviter. Et donc, quand je dis vrai débat, ce n'est pas élargi. C'est entre ceux-là. Et puis ceux-là sont des porte-parole d'une masse, Julien Kitty, C'est sur les... Ah non, attendez. Suivre et finir. Non. On a, Mais on est non, je vous en prie. S'il vous plaît. Il me l'a fait tout à l'heure. On a le temps. Hein. Non, quand il me comprend mal, il faut que je rectifie. Ce n'est D'accord, pas sur allez-y. ceux qui doivent être invités. C'est sur les sujets. Il faut avoir deux, trois sujets précis. C'est pas maintenant qu'il faut ouvrir le grand débat sur le social. De toute On façon, ne sait pas quand ces syndicalistes vont rencontrer encore le chef de l'État. J'ai dit tout à l'heure, quand tu as eu l'occasion de rencontrer le médecin spécialiste, on lui dit tous les maux dont on souffre. Et le médecin te dit tout ce qu'il y a parce qu'il n'est pas là que pour toi seul. Il est là pour d'autres. Il est médecin spécialiste. Et donc, ils sont rares. Encore que ici, il est seul. C'est d'un homme Et donc, qu'il il faut s'agit. qu'il consacre Un le homme temps rare. nécessaire aux travailleurs pour les écouter, pour que le dialogue soit mené, afin que chacun soit situé. C'est tout ce que je désire la par conférence le nationale grand débat. sur le social. Ce n'est Merci pas une à conférence vous. sur le débat. Merci Donc, à c'est vous. ça qu'il s'agit en réalité. en réalité, nous en arrivons maintenant à la question qui passionne. C'est bel et bien la question de football où le Bénin, pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, a été logé dans le groupe L, un groupe constitué bien évidemment du Sénégal, du Mozambique, du Rwanda et du Bénin. Ilarion Keyon, je ne vous sais pas féru du football, mais je sais quand même que vous ne ratez pas certains matchs de la Champions League. Il faut avouer que ce groupe est jouable. Dans ce groupe, je ne vois que le Sénégal qui a tendance à être une nation de football. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que le Sénégal ne peut être à notre portée. Quant aux autres pays, bon, je crois que c'est des pays consommables. Mais vous Et donc, parlez moi, le même langage. Vous parlez le même langage c'est des pays consommables. avec le Donc, Mozambique. Le Mozambique a quand même donné Mozambique, quelques bon, c'est signes. vrai, Hein. ils C'est ont le été physiquement en forme, mais aujourd'hui, ne voyez pas avec les mêmes yeux les éclairs d'aujourd'hui que les éclairs d'hier. Et avec l'avènement du nouveau entraîneur, vous savez, les entraîneurs locaux commencent à briller aujourd'hui dans la sous-région. Vous voyez un peu partout. Dans la sous-région, partout, il y a les entraîneurs locaux. Ça brille parce que au-delà de ce que tu sais faire, au-delà de la technique, il y a les réalités sociologiques du pays. Que les toubabs qu'on débarque dans les nations pour encadrer nos équipes ne connaissent pas. Et donc, comprendre celui qu'on a pris là aujourd'hui, qui connaît ce pays, qui est un pratiquant de football aux côtés des siens. Vous voulez parler de Moussa Latonji. Moussa Latonji qui n'est pas des moindres aujourd'hui et qui a déjà commencé à démontrer ce qu'il sait faire. Je crois que quelque chose est faisable et qu'on peut avoir espoir. On peut compter sur cette équipe-là et ce tirage au sort est gérable. Est gérable à mon avis, c'est à la portée. Ces équipes sont à la portée de nos écureuils. Ils peuvent les consommer en un temps record. Et je suis rassuré. Ne nous découragez. C'est vrai, les gens ont eu le temps d'être découragés par rapport au football béninois, mais l'espoir renaît. L'espoir renaît avec Moussa et avec ses... J'ai envie de vous demander sur quoi vous comptez en parlant de l'espoir renaît. Je vous ai dit tantôt que vous savez, il y a des réalités sociologiques dont les gens ne tiennent pas compte. Et quand on débarque un Toubab qui vient dans notre pays parce qu'il a fait ses exploits avec la France, avec tel pays, parce qu'eux, ils ne connaissent rien. Et tu donnes pas ça, celui-ci, il tire. Et puis, on peut faire la même chose ici sans que ça n'aille, parce qu'on n'a pas les mêmes réalités sociologiques. Tu prends un entraîneur local. Il sait que quand on passe la balle à X ou Y, il faut tenir compte de tel aspect pour que ça puisse se concrétiser. Le blanc ne connaît pas ça. Ajoutez au savoir-faire que Moussa détenait déjà. Il y a les réalités qu'il maîtrise, qu'il est censé maîtriser, parce qu'il est béninois. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez, je vous ai appelé à regarder les équipes les équipes africaines qui ont choisi d'aller avec les locaux. Regardez comment ils ont évolué. Regardez le Burkina Faso. Regardez jusqu'au niveau où le Burkina Faso est allé. L'équipe aurait pu être détentrice de la Coupe d'Afrique. Donc, c'est pour dire qu'on peut encore avoir espoir. Et les matchs d'entraînement qui ont été faits à l'extérieur ont montré à sa société comment ces jeunes sont conscients de l'engagement du porte-flambeau qui sont pour le peuple béninois. Et donc, ayons confiance. L'équipe là est gérable. Cette poule est consommable. Le Bénin peut s'en sortir. Le Bénin va sortir.
Mais c'est quand même d'une question de haut niveau qu'il s'agit ici. Vous voyez un peu ce qui s'est passé. Julien Kitty, tout le monde donnait le Cameroun qui allait gagner la Coupe d'Afrique, celle qui vient de se dérouler là. Mais elle est partie par la petite porte. Mais alors, aujourd'hui, on parle de Moussa Latondi. Est-ce que vraiment ce groupe-là est jouable pour le Bénin? Est-ce que, en fin de compte, on ne viendra pas encore nous dire ça n'a pas fonctionné, il y a eu tel problème, et commencer à rechercher les causes, comme d'habitude? Oui, cher ami, soyez pas l'oiseau de mauvais augure, soyez pas celui qui vend la peau du loup avant de l'avoir tué. Et plongeons-nous courageusement dans les réalités actuelles du football international. Donc, ignorons le passé. Je pense, non, pas ignorons le passé. Tenons compte des mutations aujourd'hui. Toutes les compétitions, et ça je pèse mes mots, Coupe d'Afrique des Nations de football, championnat d'Afrique des Nations, Coupe du monde, depuis un certain nombre d'années, c'est démontré qu'il n'y a plus de petites équipes. Il n'y en a plus. Vous savez, lorsque vous prenez déjà l'exemple, la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun, le Sénégal qui a pu emporter la majestueuse Coupe de la CAN, eh bien, a eu sa victoire dans la douleur, jusqu'au tir au but. Et donc, jusqu'à la fin, le risque était gros que, également, une fois encore, Aliou Cissé perde son espoir de réaliser cet exploit qu'il a recherché tout le temps, au point où les Sénégalais étaient sur le point de ne pas lui renouveler leur confiance pour qu'il amène encore l'équipe nationale à cette expédition. N'eût été l'intervention des stars comme Sadio Mané qui disait mais c'est notre grand frère, c'est leur génération qui aurait pu prendre cette coupe. Et il faut le laisser maintenant dans la position de sélectionneur pour que nous puissions le faire. Et lui-même, vous avez vu ses émotions à la fin. Le Cameroun, si le Cameroun n'a pas pu donc jouer la finale, ce n'est pas parce que le Cameroun a démérité, mais parce que le jeu aujourd'hui entre les nations de football est tel que vous ne pouvez pas gagner sur papier. Voilà pourquoi je parle de jeu de haut niveau aujourd'hui. Et lorsque vous interrogez maintenant les rapports entre le Sénégal et le Bénin, le Sénégal donc qui fait l'attraction de ce groupe L et qui peut donc faire peur à ceux qui font le choix délibéré. Je suppose que vous n'êtes pas partie de ces personnes-là d'avoir peur. Eh bien, allez-y si vous voulez. Interroger la dernière Coupe d'Afrique des Nations à laquelle le Bénin a participé. Vous savez, le Bénin les écureuils aussi petits soient-ils, ont bouffé du lion, comme on ne pouvait pas l'imaginer. Ouais. On a pu battre les lions de la classe. Oui, alors, regardez le football maghrébin, c'est rapide, c'est à la brésilienne. Et donc, les écureuils, avec ce niveau-là qu'ils avaient, ont pu donc bouffer. Et pour que le Sénégal sorte le Bénin, c'est sur un score de 1-0 que Sadio Mané a marqué difficilement en 2019. Et donc, ça veut dire que... Donc le Bénin prendra sa revanche donc, sur le Sénégal. Le Bénin a la possibilité aujourd'hui, surtout que c'est dans les éliminatoires. Donc, la pression, je vais dire, est moins forte parce que lorsque le Bénin, à travers les matchs nuls ou les victoires étriquées, montait en puissance jusqu'en quart de finale de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, on avait commencé par y croire. On s'était dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller en demi-finale? Et donc, pour que le Sénégal, où il y avait déjà Sadio Mané, et donc, c'est sur un score de 1-0. Aujourd'hui, le Bénin... Sadio Mané vient de gagner la Coupe d'Afrique. Oui, Sadio Mané vient de gagner la Coupe d'Afrique. Et ça, ce n'est pas rien. Pas en brillant plus qu'il avait brillé en 2019. Parce que... Pourquoi vous le dites? Non, dans cette même compétition, je vous ai dit que le Sénégal a pas fait perdre. Parce que pour que le Sénégal aille au tir au but avant de gagner la finale, Sadio Mané a perdu un penalty. Où il aurait pu tuer le match, d'accord? Et lui-même, il a décrit après, quand il prenait la balle cette fois-ci pour marquer le but libérateur. Pour marquer le but libérateur, eh bien, il a eu la peur de son monde. Mais il dit, il a regardé sa maman, il a regardé Aliou Cissé et il a dit, il faut le faire et il a pu gagner. Et donc, je pense que les Béninois n'ont pas à se faire peur. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de constater pour notre psychologie que le Sénégal est arrivé à ce niveau avec un entraîneur local. Et lorsque vous prenez Moussa Latondi, je suis capable de le comparer à Aliou Cissé en tenant compte de l'époque où chacun a fait sa carrière. La seule différence entre les deux, c'est que Aliou Cissé, sa génération, est
vient avant la génération de Moussa Latounji. Mais pour ceux qui ne le savent pas, les jeunes qui ne le savent pas, il faut leur rappeler que Moussa Latounji, c'était un artificier. C'est quelqu'un qui a bien accompli sa carrière de footballeur pour le Bénin. Et donc, qu'il soit en position d'entraîneur aujourd'hui, et il a eu la patience, non seulement d'apprendre dans la formation, mais d'apprendre aux côtés des expatriés qui conduisaient notre équipe nationale. Et je pense, j'ai fini par comprendre quelle était la stratégie des pouvoirs du gouvernement de la rupture. Voilà qu'on a rappelé Michel Dussuyer. J'étais de ceux qui disaient, mais pourquoi le rappeler? Est-ce que c'est parce qu'on était en contentieux avec lui et qu'on ne veut pas qu'il me crée des problèmes? Mais moi, c'était bien de mettre Moussa Latounji juste après lui pour que ce qu'il y a à apprendre de l'expérience du football occidental ou qui sont en avance sur nous, Moussa Latounji a pu acquérir ça aujourd'hui. Et sa sérénité me met à l'aise. Et lorsqu'on a mis à l'épreuve, et j'ai été de ceux qui ont écrit sur les réseaux sociaux qu'il faut enlever cette affaire d'entraîneur par intérim. Non, il faut se titulariser. Moussa Latounji, c'est bon pour son moral, c'est bon pour la psychologie, et c'est quelqu'un qui, de par sa carrière de footballeur, était courageux. Et je me rappelle une phrase que Cessignon, Stéphane, avait prononcée lorsque le Bénin allait affronter la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2004, je crois. Vous savez, quand il devait jouer contre la Côte d'Ivoire, ce qu'il a dit, on lui dit, mais on va être écrasé. Il dit non, que lui, son mental est basé d'abord sur le fait qu'il aura l'occasion de dribbler le maestro Zokora. Il va mettre en difficulté un certain Didier Drogba. Et donc, que les joueurs béninois se disent... Chacun avait son challenge. Oui, mais nous, on va jouer, donc contre Sadio Mané, on va jouer avec les grandes stars, on peut les mettre en difficulté. Donc, on peut jouer... Maintenant que le Bénin s'arrange pour battre les autres équipes, d'accord, qui sont plus abordables que le Sénégal. Et vous allez voir, j'en aurai fini, lorsque le Sénégal va vouloir affronter le Bénin, c'est le Sénégal qui va avoir psychologiquement la pression. Parce que si jamais, même dans une phase allée des éliminatoires, on battait le Sénégal une fois, vous allez voir, ils vont douter. Hilarion Keyon, on va conclure avec vous. Non, mais comme c'est vrai que j'ai de belles théories, hein. Un bon chroniqueur sportif, un spécialiste de doublé d'un chroniqueur politique. Vous le remarquez, je ne suis pas trop footballeur, je suis consommateur donc du football. Mais j'appelle, l'essentiel maintenant, c'est que j'appelle le peuple béninois un sursaut citoyen, un sursaut patriotique. Parce qu'on à les soutenir, quels que soient les résultats. C'est vrai, quand on va voir le palmarès du Sénégal, le palmarès de tel ou tel pays, on a tendance à nous décourager. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Julian Kitty, il n'y a plus de petites nations de football aujourd'hui. Et donc, je le redis encore une fois, cette équipe cette poule est consommable. Nous pouvons nous en nourrir. Mais moi, je voudrais émettre une prière. Hein. La façon dont nous sortons aussi facilement, ou nous perdons aussi facilement les grosses occasions qu'on aurait pu gagner, franchement, chers écureuils. Non, mais il faut dire qu'il y a aussi un facteur. Essayez de nous les éviter. Il y a aussi un facteur. Parce que le Bénin a perdu un peu trop facilement. Par exemple, par rapport à la dernière qualification pour la Coupe du Monde, le Bénin aurait pu se faire maintenir, c'est vrai. Mais il y a aussi un facteur qu'il ne faut pas négliger. C'est l'union. Vraiment. C'est l'union des acteurs de football autour des écureuils. Vous voyez, quand les gens sont divisés, chacun lutte dans son sens. Et le Béninois est très fort dans le nivellement par le bas. L'intérêt supérieur. Le Béninois est très fort dans le nivellement par le bas. Vraiment. Il faut qu'on soit unis autour des écuries. Il faut qu'on laisse les appartenances politiques. Il faut qu'on laisse les clivages et qu'on sache qu'il s'agit du pays, il s'agit de la nation. Je suis sûr que quand ils vont s'intégrer cette réalité, le Bénin va évoluer. C'est sûr. Merci beaucoup. Non, nous allons quitter le Bénin. Non, juste 30 secondes. Nous avons quelques dernières précieuses minutes. Non, juste 30 secondes pour le bon moral des Béninois. C'est pour dire que je le disais déjà un peu, les 2 derniers matchs que le Sénégal et le Bénin ont joués, le Sénégal a gagné certes les 2 matchs, mais une fois 1-0, une seconde fois 2-1. Et lorsqu'on interroge la progression de l'équipe A de football du Bénin, vous savez, nous sommes à 40% de matchs sans défaite. Nous sommes à 40% de matchs gagnés. Autour de 30% où on a eu moins de 2,5 buts encaissés. Des statistiques encore à ce niveau. Oui, c'est des éléments qui permettent de voir que même quand nous perdons, on ne se fait pas écraser. Et le dernier facteur, c'est que l'équipe a été rajeunie.
Et vous voyez ces jeunes qui ont été appelés maintenant et dans la première, la compétition test à laquelle ils ont participé, c'est eux qui l'ont emporté. Donc pour l'entraîneur aussi, ça, ils ont envie de gagner. Voilà. Et dès la première participation à la Coupe d'Afrique, pour les éliminatoires, c'est qu'ils rencontrent les grandes stars. Ils doivent mouiller le maillot pour aller à la phase finale et c'est tant mieux pour leur carrière. Donc ils ont le moral pour. Merci à vous, Julien Titi. Mais nous allons en France maintenant. Ce sera pour parler des élections, le deuxième tour dimanche prochain. Et déjà, mercredi, c'était le grand débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Beaucoup ont dit que Marine Le Pen, une fois de plus, est sortie, battue de ce débat-là. Est-ce que c'est votre avis, Hilarion Kayan? Bon, moi, c'est pas totalement de mon avis, bien que par endroit, elle a essayé de décevoir ses fans à travers l'utilisation anarchique des chiffres. Parce que à ce niveau de débat, il faut être sûr de ce qu'on sort. C'est l'élite. On peut être en face d'un débat Mais elle a bien dit que c'est des chiffres issus du ministère. Non, mais c'est fou. Elle a tout fait d'être contredit par le président Macron. Oui. Et ce n'est pas bon. Et quand Macron la rectifie, elle ne trouve pas de porte de sortie pour dire la vérité. Il faut dire que Le Pen, je la comprends, mais malheureusement pour le moment, actuellement, son débat, sa vision, son idéologie n'est propre qu'aux Français d'origine. Et je crois que c'est sa cible. C'est sa cible. C'est ça qu'il a hérité de son père. Elle a continué, mais elle doit pouvoir voir là où ça conduit son papa. Ça ne peut pas conduire loin. Il n'y a aucun compartiment, aucun secteur dans lequel la France a excellé aujourd'hui. Même les sports, les disciplines où une seule personne peut faire... Gagner. La France n'a jamais scellé si ce n'est pas les étrangers. Et donc, il faut que Le Pen sache que son discours est révolu. Ça s'impose alors. Bien elle avait en face de lui un président un peu agité, un débatteur un peu agité, je parle de Macron, qui ne se maîtrisait pas, qui a été perturbé par l'âge, il se passait pour caractère, mais dans des thèmes pas trop appropriés. Moi j'avais vécu un Macron hier, professeur, mais qui n'avait pas la pédagogie. Il aurait mieux fait. Quand on a dirigé un pays comme la France, pendant ce temps, il doit pouvoir gagner la maturité appropriée pour savoir répondre aux gens quand il faut le faire. Vous allez remarquer qu'à une seule fois, Le Pen n'a perturbé Macron dans sa prise de parole. Il a dû des minutes à... Mais elle jouait la défensive. C'est difficilement que la dame... Elle jouait la défensive. On peut dire la défensive autrement. Quand tu as eu le temps de parler, laisse l'autre parler. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est président de la République, et quand on veut, même si tu veux venir, il faut savoir venir. On ne peut pas faire, dans un débat, empêcher, avec une certaine désinvolture, vis-à-vis, de manière permanente, de manière fréquente. Ce n'est pas bon. Il était convaincu de son affaire. Sans pédagogie. C'est vrai, il était en face d'une dame qui annonçait des chiffres au gré de son humeur. Mais le professeur n'a pas su avoir la pédagogie nécessaire pour lui parler, bien qu'on sent qu'il maîtrise ce dont il parle. Tu sais, tu peux avoir la connaissance sans savoir avoir l'art de transférer. Une chose d'avoir la connaissance, une chose d'avoir l'art de la transférer. Et ça, on a remarqué un professeur qui apparemment maîtrisait ce qu'il disait, mais qui n'a pas l'art de transmettre. Et voilà ce que j'ai observé de ces débats. Et on a senti aussi la démocratie, une démocratie vivante. Et on sent, en dépit de tout, qu'on est la considération dans la prise de parole. La prise de parole, on sent que la démocratie vit. C'est ça que j'appelle nos pays africains à ressembler. C'est à ça. On sent, en dépit de tout, on est en face d'une démocratie de haut niveau. J'espère que Julien Titi, pour une fois, va partager votre avis sur la question. Oui, mais qu'est-ce qui aurait pu me mettre en difficulté pour aller dans ce sens? Non, je trouve qu'il a fait un bon décryptage. Mais moi, je voudrais, sur l'attitude de Macron, l'expliquer un peu. Ça ne vous a pas gêné? Non, ça ne m'a pas surpris. Vous voyez? Pourquoi? S'il m'était donné d'être de son équipe pour préparer ce débat, c'est que la cible en face, vous avez Marine Le Pen, que d'abord c'est dans leur lignée, que les gens attendaient très incisive. C'est plutôt les Le Pen qui perturbent, qui ne sont pas disciplinés dans un débat, qui sont les grandes gueules et qui empêchent les vis-à-vis de dérouler leur bande, de donner des choses concrètes. Alors, elle est allée sur un terrain qui n'était pas le sien. Prendre les statistiques, attaquer.
quand vous voulez attaquer celui qui défend un bilan, celui qui a fabriqué le bilan et qui veut le défendre, lui, il est en difficulté pour défendre ce qui est rangé à son passif, c'est-à-dire ce qui n'a pas bien marché. Mais au même moment, là où ça a marché, dès que vous vous trompez d'un seul chiffre, il se met en position de professeur. Même quand Macron va mentir sur un chiffre ou sur une réalisation, c'est plus facile de le croire que vous qui n'êtes pas dedans. Le jour où vous sortez un chiffre, s'il y a un moment où vous sortez un chiffre, vous n'êtes pas au pouvoir, c'est que ce chiffre, c'est tellement béton que le président ne peut pas vous contredire. Il fallait pas que donc Le Pen aille sur ce terrain. Alors, Le Pen, depuis quelque temps, vous allez voir, même au cours de la campagne, tout au long du processus, je pense qu'il y a une réflexion qui est menée pour qu'on ne continue pas de les regarder comme des extrémistes. D'abord, le nom de la formation politique, au lieu de Front National, ils ont commencé par parler de Rassemblement National. Ça veut dire qu'ils ont compris. Vous savez, entre Rassemblement et Front, c'est le mot front qui montre qu'on veut attaquer. Il y a l'un qui est plus fédérateur. Très bien. Parce que Marine Le Pen a compris que c'est vrai, leur parti fait partie des partis qui ne vont pas mourir en France facilement. D'accord? Ça va exister tout le temps. Mais au-delà, il faut gagner les élections. Il faut gouverner une fois. Et donc, comme il n'y arrive pas, il faut rassembler les gens. Mais pendant qu'ils veulent engranger des voix ailleurs, des phénomènes comme Éric Zemmour sortent pour rogner sur ce qui fait leur sens, c'est-à-dire l'extrémisme. Du coup, ils sont fragilisés. Et dans la recherche d'autres, on se dénaturalise. Donc, Le Pen n'était pas naturel. Il fallait que elle, là, s'empresse d'attaquer. Et maintenant, Macron a compris qu'il faut, se laisser critiquer par des gens comme Kenyon pour dire il n'a pas été dans la posture du grand chef d'État et tout. Mais il faut perturber et ridiculiser Le Pen au point où Le Pen n'arrive pas à déployer son style que Macron ne pouvait pas supporter. Si Le Pen était dans un débat où l'enjeu n'était pas d'augmenter un peu son score, Macron n'allait pas pouvoir tenir. Mais bon, il gagne les élections quand même, hein, parce que ce qui va venir rempile. Non, il rempile. Dans tous les cas, clair. Toutes les analyses le donnent gagnant pour ce deuxième tour. Très rapidement, on va en Ukraine. Zelensky qui aujourd'hui appelle carrément le monde entier à aller contre, Vladimir Poutine, tout simplement parce que ce dernier est en train de menacer d'utiliser l'arme nucléaire. Oh, mais écoute, c'est pas une nouvelle de l'information. Il prend la menace au sérieux. C'est parce qu'il a vu le mercredi que le lion a essayé pour la première fois les premiers tirs de son arme qu'on appelle Samart. Et qu'il a pris peur. Et c'est évident. Aujourd'hui, les gens doivent voir la vérité. Dangereux sur 5000 km. Ils doivent voir la vérité en face. Poutine est décidé à changer l'ordre des choses. Vous voyez, il est en pleine guerre, mais il est en train de livrer des armes au Mali, il est en train de signer un contrat au Cameroun. C'est un type qui est décidé à changer l'ordre des choses. Il faut qu'il comprenne. L'ordre mondial. Il faut qu'il sache qu'il faut vraiment négocier avec Poutine à l'heure où nous parlons. Sinon, si on va à la Troisième Guerre mondiale, on va tous périr. Vraiment. Julien Kitty, quelques secondes. Non, je pense que le président ukrainien, il trouve un bon échappatoire pour montrer à toutes les autres puissances que cette guerre n'est pas que la mienne, c'est pour tout le monde. Et donc, si vous aidez à ce qu'on aille contre Poutine, c'est que tous, ça va nous profiter. Et Poutine, lui, il joue, contrairement à ce qu'on pensait, il joue correctement et crânement la guerre psychologique. Parce que quand les gens étaient heureux de consommer les progrès technologiques, aujourd'hui, simplement avec les ordinateurs, avec l'Internet, quand il va bousiller le monde, on ne pourra pas tenir. À partir de ce moment, et comme il a dit, c'est un nouvel ordre mondial, lui, il est déterminé à le faire. Et j'ai suivi ce matin un bout d'une interview qu'il a accordé à un grand journaliste, où on lui demande, mais à la limite, le journaliste lui demandait, est-ce qu'il a une idée de son destin? Il dit au journaliste, non, son destin ne lui appartient pas. Il y a Dieu qui détient son destin à lui et même du journaliste. Mais il insiste sur le fait que pendant que vous vivez, il faut accomplir les choses pour lesquelles vous êtes là et ne pas regarder le lendemain. Donc, le nouvel ordre mondial va se réaliser et Poutine sait qu'il faut rendre tous les pays du monde, y compris les petits pays, dépendants de sa cause. Regardez la question du gaz aujourd'hui. Regardez la question du blé, des trucs alimentaires. Et donc, l'Ukraine qui produisait du maïs pour donner à beaucoup d'autres pays est en difficulté, ne peut pas le faire. Merci. Et donc, si demain un Africain aujourd'hui va Julien Kitty, Poutine, ainsi va se conclure ce point 7. Le point 7 de ce jour, merci. Ce sera la fin
Merci, messieurs, d'avoir été là. Merci, c'est nous. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3.